Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Nicéphore, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et cet épisode s'intitule « Le pictorialisme, l'amateurisme comme revendication ». Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. J'en profite également pour vous informer que seront mentionnés dans cet épisode 2 photographes américains majeurs, qui sont Alfred Stieglitz et Edward Steichen. Si ces 2 figures vous intéressent, sachez que 2 épisodes leur seront consacrés au mois de novembre, de quoi approfondir vos connaissances sur l'avant-garde artistique des États-Unis. Maintenant que tout est dit, c'est parti. Dans les années 1890, les photographes sont spectateurs de l'évolution d'une photographie dite artistique en Grande-Bretagne, dont les grands maîtres sont Oscar Highlander, Julia Margaret Cameron, Lewis Carroll et Clementina Howard. Cette effervescence britannique transforme la photographie en une expression, une illustration et une représentation qui est capable de transcender le réel, aussi paradoxal que cela puisse paraître pour l'époque. À Paris, à Vienne et à Bruxelles, les photographes se mobilisent donc pour faire émerger ce même élan à l'échelle locale, donnant naissance à de nouveaux lieux de rencontre, d'échange et de diffusion. Tout d'abord, dans des clubs qui apparaissent. Il est question ici de sociétés fermées dont les membres adhérents sont exclusivement des photographes amateurs. Par amateur, nous devons entendre que ces photographes excluent volontairement les enjeux financiers de leur pratique. Une notion donc moins péjorative que l'amateurisme actuel. La plupart de ces photographes sont issus de milieux fortunés, tels que des aristocrates, des bourgeois, des fonctionnaires, car à l'époque, pratiquer la photographie nécessite des connaissances en chimie, dont seuls des étudiants accomplis possèdent les compétences nécessaires. C'est en partie l'une des raisons qui permet aux hommes d'en être les principaux professionnels, car en effet, les femmes n'ayant pas les mêmes chances d'éducation que ceux-ci, il est évident que les efforts devaient en être multipliés pour pouvoir pratiquer une telle profession. Les clubs sont également des lieux de partage technique, où trucs et astuces sont échangés afin de faire évoluer la photographie vers une visée artistique. De là sont fabriqués des objectifs, permettant aux amateurs de créer des légers flous lors de la prise de vue. Mais parmi ces techniques novatrices, on parle aussi de faire trembler son pied lors de la prise de vue pour faire apparaître une légère vibration sur l'image, voire même d'humidifier la lentille. On se donne aussi des conseils sur le traitement des négatifs et du tirage. Toute intervention est la bienvenue. Grattage, découpage, déchirure, photomontage. Des produits sont appliqués au pinceau et à la brosse pour gagner en texture et en mouvement. Peinture à l'huile et à l'aquarelle pour coloriser les photographies, car à l'époque, elles sont en noir et blanc. Des salons, quant à eux, sont des lieux d'exposition annuels, à visée nationale, européenne, voire même internationale, comme les expositions universelles. Certains des clubs y organisent des concours dont les membres du jury sont des artistes peintres et sculpteurs pour s'assurer d'une critique basée sur l'esthétique et non sur une technique photographique. L'occasion de prouver au public l'existence d'une photographie artistique avec ou sans controverse. Les revues, enfin, sont créées pour une diffusion de ce nouveau mouvement connu sous le nom de pictorialisme, venant de l'anglais pictorial, qui signifie pictural, et revendiquant la photographie amatrice comme un médium permettant l'expression des sentiments grâce à l'intervention manuelle humaine. Les revues publient donc des articles revendicateurs côtoyant les travaux de photographes et le calendrier des expositions. De cet essor naît le Photoclub de Paris, créé par Maurice Buquet en 1888. Il est ici question d'une association française de photographes amateurs faisant la promotion de la photographie comme un outil d'expression artistique.
Cette prise de position est légèrement différente de celle prise par les photographes victoriens, car ces derniers revendiquent la photographie comme un art à part entière, ce qui n'est pas le cas des pictorialistes, qui considèrent la photographie comme une expression artistique. Bon, Maurice Bucquet nous intéresse peu. Par contre, l'un des membres du Photoclub de Paris est beaucoup plus interpellant. Il s'agit de Robert Demachy. Né en 1859, Robert Demachy est un petit prodige. À seulement 12 ans, il découvre et décide d'apprendre la photographie. Et cette découverte devient très rapidement une passion. Après avoir intégré la Société française de photographie en 1882, et donc à seulement 23 ans, il décide de rejoindre le Photoclub de Paris en 1895, cette fois-ci âgé de 36 ans. Très rapidement, il devient le chef de file du pictorialisme, grâce à son travail sur la pigmentation, l'exposition et la composition de l'image. Son travail est reconnaissable par son utilisation de la gomme bichromatée, offrant un rendu graphique à son œuvre et donnant une impression de dessin à ses photographies. Pour vous expliquer la technique de Demachy et la vision des pictorialistes, il suffit de citer le photographe pictorialiste français Constant Pouillot, disant en 1902 de cette pratique que le sujet n'est rien, mais l'interprétation est tout. Pour comprendre ce propos, je vous invite à vous rendre sur l'article de cet épisode pour observer la photographie de Demachy intitulée « La lutte » qui est réalisée en 1904. On y voit clairement l'utilisation d'un clair-obscur permettant une meilleure intervention lors du développement. Le flou est privilégié et divulgue une forte volonté de diluer les détails, au point de tous les faire disparaître. C'est grâce aux sociétés que les photographes parviennent à s'échanger de telles techniques artisanales d'intervention manuelle. Certains vont préférer l'intervention sur papier, d'autres l'intervention irréversible sur le négatif, confondant les photographies aux gravures, aux croquis, au dessin au fusain, voire même à l'estampe. Prouvant sa maîtrise technique de l'intervention manuelle sur le développement d'une photographie, Robert Demachy théorise le pictorialisme à travers toute l'Europe, mais aussi aux États-Unis, et crée le bulletin du Photoclub de Paris. Mais il faut attendre 1901 pour que la photographie artistique soit présentée aux côtés de ces arts lors de l'exposition universelle de Glasgow. La création de procédés plastiques permet de justifier la place de la photographie dans les arts, à l'image de Julia Margaret Cameron, qui privilégie le flou à la prise de vue, effaçant ainsi les détails si caractéristiques de la photographie. C'est également en Autriche, et plus particulièrement à Vienne, que se développe le pictorialisme européen. Cette fois-ci en tête de file, le photographe et ancien étudiant en botanique et en médecine Henrik Kuhn, membre de Camera Club de Vienne en 1895. Comme Robert Demachy, Henrik Kuhn opte pour le procédé de la gomme bichromatée. Ces photographies voilent plus qu'elles ne dévoilent les sujets. De la nature morte aux femmes prises de dos, Kuhn suggère sans pour autant résoudre ses propres énigmes. En 1887, un jeune pictorialiste remporte le premier prix de la revue The Amateur Photographer, avec une photographie intitulée The Last Joke Bellagio. L'année suivante, il remporte de cette même revue le premier et le deuxième prix. C'est un New-Yorkais, âgé de seulement 23 ans, nommé Alfred Stieglitz. Il fait ses études d'ingénieur à Berlin et pratique la photographie depuis seulement 3 ans. Il est déjà un technicien hors pair qui parvient à se démarquer peu à peu de la sphère photographique. À son retour aux États-Unis en 1890, il se réinstalle à New York et intègre la Society of Amateur Photographers, un groupe de photographes inspiré du pictorialisme européen. Ce pictorialisme, cette fois-ci américain, se distingue du mouvement européen dans les années 1900, en répondant à une réaction vive des photographes germano-américains à l'encontre des amateurs. En effet, depuis le début du XXe siècle, les réticences vont bon train à l'encontre des photographes pictorialistes. Les accusations sont moins tournées vers la notion d'art, mais davantage vers les techniques utilisées pour l'en approcher. Pour de plus en plus de personnes, et en partie des photographes, l'amateurisme demande trop d'intervention. Pour les germano-américains, les sociétés s'éloignent trop du réel. Alfred Stieglitz décide donc de faire évoluer tout naturellement le pictorialisme américain vers une tournure moderniste.
Il donne ainsi naissance à ce qu'il nomme la photosécession. La photosécession est un mouvement exclusivement américain qui revendique la photographie comme un art, comme les pictorialistes, à la seule différence que ses membres conçoivent cette photographie comme pouvant offrir un regard concret sur des sujets modernes. De quoi bien distinguer ce mouvement américain des photographes européens. C'est avec ce mouvement en ligne de mire que sont photographiées 3 images phares de la photosécession. The Terminal, en 1893 prise par Alfred Stieglitz, l'une des toutes premières photographies modernistes prises par ce photographe sur laquelle nous pouvons voir un homme abreuver ses chevaux de voiture devant un vieux bureau de poste en plein hiver. Vient ensuite The Steerage, prise en 1907 par Alfred Stieglitz également, et qui est considérée comme la photo la plus parfaite de l'histoire de la photographie. Elle offre un regard social sur la société où les classes se divisent, ne se mélangent pas et sont cloisonnées dans un cadre. Et enfin, Blind Woman, prise en 1917 par Paul Strand, un portrait d'une marchande ambulante qui incarne à elle seule le courant moderniste et humaniste par ses formes, son contraste, mais aussi le caractère social de l'image. Ce mouvement est mis en avant dans la célèbre revue new-yorkaise, cette fois-ci encore d'Alfred Stieglitz, qui est nommée Camera Work, ainsi que dans sa galerie du 291 à New York. Par ailleurs, c'est Paul Strand qui se démarque dans ce mouvement. On dit de son travail qu'il présente un vocabulaire direct, dénué de toute fioriture. Et suite aux nombreux éloges américains, la photosécession traverse à son tour l'Atlantique pour inspirer le pictorialisme européen. Nous devons cette traversée en particulier au photographe Edward Steichen, qui connaît le grand monde des artistes européens dont font partie Matisse, Rodin, Picasso et Van Gogh. Autant dire qu'il a un bon pied-à-terre en Europe pour faire véhiculer ses inspirations américaines dans les nombreux pays outre-Atlantique. D'autres fidèles, adeptes de la première heure en Grande-Bretagne, aident à l'évolution du pictorialisme européen, comme Malcolm Arbuthnot, mais aussi Alvin Langdon Coburn. Tous deux donnent naissance à une nouvelle société, nommée le Vortex, dont la revue s'intitule Blast. Le groupe est aujourd'hui connu pour avoir donné son nom au vortographe, une technique photographique abstraite, prise sans objectif, devenant l'une des sources d'inspiration pour le mouvement de l'art décoratif. Et ne pensez pas que cette effervescence artistique ne se limite qu'à l'Europe et aux États-Unis. Au Japon aussi, une revendication a lieu grâce au photographe Yasuzo Nojima. Ces photographies incroyablement modernes ouvrent son combat pour une reconnaissance de la photographie en tant qu'art en Asie. De l'ensemble de ces éléments mis bout à bout, fait apparaître pour la première fois en 1914 un établissement universitaire où est proposé un premier cursus photographique. Il s'agit de la Clarence H. White School, fondée par le photographe américain Clarence White, jusque-là rien de nouveau sous le soleil, mais aussi par le peintre Max Weber. On y enseigne la photographie moderniste appliquée avant sa fermeture en 1942. Son étudiante la plus connue est très certainement Dorothea Lange. Elle est l'une des grandes photographes à avoir couvert la Grande Dépression aux États-Unis, et sa photographie la plus connue, vous la connaissez certainement car elle se trouve dans tous les livres d'histoire, Migrant Mother, réalisée en 1936. Mais un événement balaie toutes ces évolutions photographiques et artistiques. Vous le sentez venir, c'est la Première Guerre mondiale. Avant cette guerre, on se permettait de discuter sur la place de la photographie en tant qu'art. Mais après un tel événement aussi traumatisant pour toutes les nations, les cartes sont redistribuées pour les photographes. Non pas que la question de l'art ne se pose plus, mais elle n'est plus primordiale dans le cœur des photographes. C'est pourquoi, à la fin de la Première Guerre mondiale, les photographes ressentent le besoin de documenter le réel. On réclame une photographie encore plus moderne, plus en phase avec la société, plus directe, une photographie de terrain. Autant dire que c'est la fin de l'avant-garde photographique artistique, et c'est bien le début de l'essor du photojournalisme. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis
sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nicéphore Podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode historique et photographique. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.